toute l'équipe à l'arrière. Merci, 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 merci. Je vais essayer de vous expliquer exactement ce qu'attendent de vous les gens. Okay, donc on pourra en parler d'ailleurs pendant 3 jours, c'est pas ce que je vais faire parce que sinon ça va être trop long et on va tous s'endormir. Mais c'est de vous expliquer en fait que vous, votre faculté, c'est de devenir un super-héros pour aider les gens. On est d'accord? Quelle est votre première mission ici? C'est d'aller voir les autres pour les aider. Les aider à mieux se sentir, à regagner en confiance, les aider avec un regard, un toucher, les aider à gagner plus, à trouver une solution qui leur permette de se dire que ne pas finir le mois le 16 quand on a été payé le 15, ça c'est pas une fatalité. Donc ça c'est ce qu'attendent de vous les gens et vous devez absolument évidemment communiquer avec eux pour comprendre exactement ce dont ils ont besoin et croyez-moi, tout le monde a besoin de quelque chose. Je connais même des gens en fait qui gagnent beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin du marketing de réseau et qui font quand même le marketing de réseau. Donc ils ne le font pas pour l'argent, ils le font pour d'autres choses, la culture, tout ce qu'ils vont pouvoir trouver en termes de cohésion d'équipe, la valorisation des nouvelles rencontres, mais ils ont une propre raison de le faire. Ok? Et donc votre rôle en fait, c'est constamment dans cette industrie de tendre la main aux autres, constamment. Vous allez donc protéger les gens. Un super-héros, il a des super pouvoirs. Un de ses premiers pouvoirs, c'est de protéger les gens. Et là, je m'adresse à ceux qui ont des équipes. Votre rôle en tant que leader est de protéger votre équipe. De quoi vous la protégez? De tous les esprits négatifs et polluants qu'elle va rencontrer. Première étape. Vous la protégez de tous les esprits polluants qu'elle va rencontrer. Vous la protégez des mauvaises décisions, des mauvaises actions. Vous la protégez en fait parce que vous y tenez et que vous êtes ce super-héros et vous voulez à tout prix que les équipes se sentent bien. Ok? On est tous d'accord là-dessus? Très bien. Ensuite, vous réveillez. J'aime beaucoup, dans réveiller, on entend rêve et on entend éveiller. Un leader, c'est ce qu'il fait. Il permet aux gens de rêver, pas pour qu'ils rêvent en mode « je rêve de devenir millionnaire » et qu'ils ne le fassent jamais, mais il rappelle aux gens en fait que quand ils sont nés avec des super rêves et qu'il est tout à fait possible de continuer à rêver. Et puis vous éveillez des consciences. Et moi je voudrais vraiment remercier ici les leaders qu'on a, parce que je sais le travail qu'ils font au quotidien et c'est juste exceptionnel. Je les vois constamment en train d'éveiller des consciences. Et parfois ils ont leurs équipes au téléphone, même plus ils parlent de Shogun. C'est une conversation entre vous et eux, où ils vont vous éveiller et vous permettre d'avoir des déclics sur comment tu peux gérer telle ou telle situation. En fait, si on est honnête aujourd'hui, vous avez tous démarré Shogun, certes, certainement pour votre sponsor. Vous avez cru que c'était pour le parfum, mais ça c'est que chi, hein, c'est de la connerie. Vous avez démarré pour votre sponsor, parce que si votre sponsor qui vous avait présenté Shogun avait été mauvais, n'avait pas eu l'attitude que vous vouliez, vous n'auriez pas rejoint votre sponsor. Donc c'est bien la première raison pour laquelle vous le rejoignez. Mais la deuxième, elle est importante, c'est pour que vous l'aidiez au-delà du business. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes encore chez Shogun, ça va au-delà du business. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Qui est d'accord avec ça? Ça va au-delà du business. On dit souvent, en fait, les gens rentrent pour l'argent, mais ils restent pour les gens. Alors il y a une problématique à ça d'ailleurs. Ils rentrent pour l'argent, mais ils restent pour les gens. Faut pas non plus uniquement rester pour les gens. Hein. Ok? C'est sympa, c'est mignon, le pays des bisounours, j'aime beaucoup ça les câlins, mais au bout d'un moment, si je suis sur scène aujourd'hui et que je le fais gratuitement, ça va me gonfler. Ça, je le ferai plus tard quand je serai à la retraite. Ok? Donc oui, bien sûr, on est là pour éveiller et donner du sens à ce qu'on fait, mais on a quand même aussi un objectif qui est évidemment un objectif personnel. Donc le super-héros, il a une mission. Je te ferai pas Maria l'abeille, mais je t'ai prévu une autre chanson, je te promets. Qu'est-ce que je n'aime pas cette bête? Je te jure, en fait, là, tu sais, je suis un peu une tenue militaire. J'ai un semblant de virilité. Ce matin, j'ai vérifié, j'avais même des poils aux zizi. Je me suis jamais senti aussi viril de toute ma vie. Mais ça, je peux te dire quelque chose. Quand je vois cette bête volante, toi, tu l'as pas encore vue, moi, je suis déjà en train de courir. Hein. Un truc de fou, on dirait une gamine. C'est une horreur. Et encore, l'abeille, je vais vous dire quelque chose, l'abeille, pour être franc avec vous, j'ai réussi à maîtriser cette peur, je la supporte. Ça veut dire que je peux accepter qu'elle soit proche de moi, mais il ne faut pas non plus qu'elle vienne me toucher. Bah alors une guêpe, mon Dieu, qui a peur de guêpe? Mais genre, c'est quoi? Pourquoi ça existe une guêpe en fait? On ne sait même pas. Hein.
et un frelon. Alors la guêpe déjà elle est mauvaise, mais le frelon, presque il vient toquer chez toi pour rentrer quoi. Il veut d'abord. C'est fou quand même un frelon. Alors moi un frelon, je vous le dis, hein, c'est fini l'époque où je crie en hurlant comme une gamine. Je suis mort en fait. Je suis tétanisé. Tétanisé le mec. Cependant, si je vous parle de ça, c'est parce que je me suis renseigné sur les abeilles lorsque j'ai fait mon e-book et je me suis rendu compte qu'en fait les abeilles et autres pollinisateurs sont largement reconnus pour leur rôle important et leur contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à l'agriculture durable, à la santé des écosystèmes et de l'environnement, à la préservation et l'enrichissement de la diversité biologique et à d'autres aspects du développement durable. Bref. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en plus, une abeille, elle a un rôle bien précis au sein de toute la ruche, au sein de toutes ses collègues. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de leadership, on pourrait parler aussi d'une structure d'une entreprise. L'abeille, c'est exactement ce qu'elle a à faire, et elle le fait. C'est ça la leçon que je vais vous apporter. Hein. Je ne sais pas pour vous parler de l'abeille que je faisais ça. C'est que l'abeille, elle sait pourquoi elle fait les choses, elle sait quel est son rôle, et elle fait même quelque chose qui la dépasse totalement, notre écosystème et l'écologie. C'est un truc de malade. Et donc, je vous invite vraiment en tant que super-héros à penser à pourquoi vous allez le faire. Quel est le rôle que vous allez vous attribuer, vous donner, quelle est la mission. Et c'est une mission qui, évidemment, va vous dépasser. Il y a des gens que je connais qui veulent réussir, qui veulent obtenir du succès, parce qu'ils rêvent de pouvoir aider le foyer d'accueil dans lequel ils se sont retrouvés dans le passé, apporter des cadeaux, les aider à construire de nouveaux projets. C'est une mission qui les dépasse, qui les concerne, parce qu'elle fait partie de leur passé, mais qui les dépasse. Ça, c'est une raison qui peut vous pousser à obtenir ce que vous voulez dans la vie. Et donc, vous devez avoir à tout prix ce comportement de super-héros en vous souvenant que le super-héros, il change des vies, et même, il sauve des vies. Ça paraît bizarre, hein, cette industrie de fou dans laquelle on vous a dit parfois que c'était sectaire, etc. Et que vous dites que cette industrie, en fait, elle vous transforme en super-héros qui va sauver des vies. Si vous dites ça à vos prospects demain, croyez-moi, ils vont vraiment vous prendre pour un taré. Cependant, ça sauve des vies. Moi, j'ai parlé avec une dame tout à l'heure qui m'a beaucoup touché dehors et qui m'a raconté qu'elle était malade. Je ne vais pas citer sa maladie, mais c'est une maladie très sérieuse. Et qui m'a expliqué en fait que Shogun est devenu la raison principale pour laquelle elle se bat. Et au-delà de sa maladie, elle se bat tous les jours et que Shogun aujourd'hui est pour elle sa source de motivation. Son pourquoi, en fait. Elle n'a pas besoin de trouver pourquoi, parce que pour elle, son pourquoi, c'est même Shogun. Lui permettre de se battre, de vivre, d'apprendre à se dépasser, parce que c'est ce que vous apprenez dans cette industrie. Honnêtement, moi, ça me ferait chier, je vous le dis honnêtement, de vous faire une formation sur la gamme Bâton d'escargot, de vous faire une formation sur les parfums. Et je vais même être franc avec vous aujourd'hui, c'est dur pour un directeur de vous parler ainsi, hein. Mais c'est vrai, je m'en fiche royalement, moi, des produits. C'est choquant? Je m'en fiche. Les produits sont de qualité, les produits sont bons. Mais moi, c'est la mission qui m'anime. Les produits sont l'accessoire qu'on va utiliser pour atteindre quelque chose. Ils ne sont en fait que l'accessoire. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette salle parce qu'on a des parfums chez Shogun? Est-ce que vous êtes dans cette salle parce qu'on fait des super produits à la base de bâton d'escargot? Vous êtes dans cette salle parce que quelqu'un vous a invité, peut-être parce que vous adorez Kevin, Mike, Yann, Célia, moi, que vous aviez envie de nous rencontrer, mais vous êtes pour autre chose qui vous dépasse totalement. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a même pas eu une seule formation produit. Parce qu'on vous parle de vous, et uniquement de vous. Le reste, je vous le dis, c'est du blabla. Vous voulez quoi? Que je vous rende une formation à 1000 € pour vous expliquer comment on vend les produits? Si tu n'as pas l'attitude, si tu n'as pas le comportement, l'état d'esprit, tu n'es pas en fait un super-héros dans ton âme et que tu n'as pas une mission qui te dépasse, tu ne vendras pas ton produit. Ça sert à quoi de vendre un produit? Ça va te permettre de faire quoi? Ça a du sens quand quelqu'un vient te dire, moi je veux vendre des dizaines de milliers de produits par mois, parce que mon projet, c'est de retourner dans la maison qui m'a accueilli, dans mon foyer, où j'ai été placé, et de pouvoir effectivement dire à la direction, je vous fais un don, pour que vous
puissiez prendre plus soin des enfants, parce que je sais que pour vous, ce n'est pas toujours facile de pouvoir les nourrir, les habiller, les amener en vacances. Je sais que vous voulez investir dans un nouveau bâtiment pour accueillir plus de monde. Là, ça a du sens. Et là, à ce moment-là, je veux bien qu'on parle de la vente de produits. Parce que ça a du sens, ce que vous faites. Vous devez absolument donner du sens à tout ce que vous faites. Ici, en tout cas pour la plupart, je pense que vous n'avez pas totalement conscience de qui vous êtes. En fait, dans cette salle, d'accord, on a environ, je pense, 400 personnes qui sont des heureux gagnants. Vous êtes la chance, en tant qu'être vivant, je vous parle en tant qu'être vivant, sur 200 millions de personnes. Sur 200 millions de chances, vous êtes cette chance. Je ne vais pas vous faire le coup du spermatozoïde, on aurait pu le faire. Quoique. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à la base, vous n'étiez rien. Et être en vie est une putain de chance. Je suis désolé de le dire, mais quand je vois des gens autour de moi qui se plaignent de leur vie et qui me disent « je préférais prendre une corde et me pendre », j'ai envie de leur dire « mais mon Dieu, est-ce que tu as saisi ta putain de chance, quoi? T'es en vie. T'as 2 bras, t'as 2 jambes. La plupart d'entre vous, sauf quelques exceptions ici, on vient de le voir, vous voyez, vous entendez, à une exception près ici. J'ai honte. J'ai honte quand quelqu'un vient me dire j'ai envie de prendre une corde et de me pendre. J'ai honte quand quelqu'un se trouve des excuses. J'ai honte, pas pour moi, pour lui, ça me fait de la peine et ça me met aussi en colère. Parce qu'on réagit tout le temps comme des enfants gâtés, pourris, qui veulent tout. Ils veulent tout, les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font pour obtenir les choses? Il y a une phrase que mes leaders connaissent par cœur. Dans la vie, t'as jamais ce que tu veux, seulement ce que tu mérites. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, tu vois, tu entends, tu respires, t'es en bonne santé, t'as peut-être des enfants. Je veux dire, rien que tes enfants devraient être ton putain de moteur, quoi. Et parfois, tu passes ta vie à te trouver des excuses et à te plaindre, tu devrais avoir honte. Mais cette honte, elle ne doit pas se transformer en colère envers moi parce que je dis d'avoir honte. Elle doit se transformer en colère envers ce que tu es tout de suite en tant que personne. Tu dois changer, putain. Tu dois arrêter ça. C'est pas bon, ça te pourrit. Et tu peux pas agir comme ça dans la vie. Tu peux pas te trouver des excuses. Tu peux pas dire je vais à un événement et le lendemain j'y vais pas parce que j'ai un rhume. Tu peux pas dire ouais mais c'est à 1000 km. Bordel, on a quelqu'un ici dans cette salle qui n'entend pas et qui est là. Et ces gens-là se trouvent des excuses. Et ils viendront me dire demain dans les commentaires Facebook, ah oui mais c'est de la faute de Shogun parce que moi j'ai parti mon produit et puis j'ai fait un produit endommagé et puis je reçois les réponses seulement en 4 jours et puis en 1 journée. Bla 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 bla. T'as 2 jambes, 2 bras, tu vois, tu respires, ta famille est peut-être en bonne santé, t'as des enfants, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça ton problème? 3 jours de retard sur les produits? Ça c'est ton putain de problème dans la vie, quoi. Waouh, tu m'éblouis, quoi. Par ta connerie mais pas par autre chose. Stop aux excuses, parce que vous êtes le gagnant sur 200 millions de personnes. Vous avez déjà atteint la Lune. Vous faites partie des plus rapides. Alors juste parce que je voulais vous le faire, mais j'ai pas envie de le refaire aujourd'hui. En tant que spermatozoïde, entre le moment où tu es là, où tu arrives et le moment où tu atteins l'ovule, tu as fait la distance entre la planète Terre et la Lune. Hein. On est bien d'accord. Donc tu l'as déjà fait, arrête de me raconter que tu vas démarcher sur la Lune, chérie, tu l'as déjà touché la Lune. Hein. C'est ok, autrement tu serais même pas là. Donc tout va bien, tu es déjà un astronaute extraordinaire. Vous faites partie des plus rapides. Je suis désolé, il fallait la gagner la course. Hein. Moi je me suis arrêté sur le parcours, j'ai mangé 2-3 kebabs comme Mike, j'ai pris un McDo, machin, j'ai bu un coup, j'ai vu des potes, j'ai dit putain ça va être la fête ce soir. Mais je les ai tous rattrapés au bout d'un moment quand même, tu vois, j'avais de la classe quoi. Prendre l'avant chérie, j'arrive. Vous avez survécu à l'acidité. Même les globules blancs ne vous ont pas dévoré, mais ça c'est scientifique, hein, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est juste, vous allez voir sur internet comment se passe la fécondation. Messieurs, c'est pas juste un acte sexuel, hein, évidemment, il se passe d'autres choses. Un acte pour qu'il y ait un enfant. Et vous avez survécu et vous avez gagné le droit de vivre. Quand je parle de l'acidité, c'est un petit peu comme s'il y avait un astéroïde qui s'était écrasé sur la planète Terre, que tu étais tout seul et que tu sortais dehors, tu peux pas respirer en fait normalement, tu te fais bouffer, tu vois, genre tu brûles. Et toi t'es là. T'es là. Avec 2 bras, 2 jambes, tu vois, pour la plupart des personnes ici, vous entendez, t'es un champion, un putain de champion, et tu trouves des excuses.
Il y a un problème. Répétez après moi. Stop aux excuses. 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 Bien, ça vient. Clémentine, tu viens avec moi 2 minutes? On l'applaudit s'il vous plaît. Pauline, tu viens avec moi 2 minutes? Aussi. Allez, on les applaudit parce que franchement, c'est pas prévu. Hein. Ok, merci. Donc, je vais vous poser une question à toutes les deux et je veux que vous répondiez avec la plus grande transparence. Et cette question, elle est quand même cruelle, hein, je vous le dis. Imagine t'es mort là maintenant. T'es plus là en fait. Tu vois les gens mais ils ne te voient plus. C'est bon, t'es dead. Ok? C'est fait. C'est réglé. Et là, je te pose la question. Je m'appelle pas Mustapha, Gio, je sais pas quoi. Hein, je lui pose la question en tant que Laurent. Salut, bienvenue ici, sur cet endroit formidable. Quelle est la chose que tu voudrais faire si je te donnais la chance de revenir maintenant sur la planète Terre? Allez, dis-moi une chose, tu sais que t'es morte là. Une chose que tu voudrais faire maintenant si je te donnais la chance de revenir sur la planète Terre. Vivre. Vivre, on continue. Profiter de la vie et faire toutes les choses que je n'ai pas faites étant vivante. Ok. D'autres choses? Allez, on continue. Une chose qui te tiendra à cœur que tu n'aurais même pas eu le temps de faire avant de mourir. Dire aux gens qu'on les aime. Super. Les aider les gens. Les aider. Clémentine, tu dis souvent aux gens que tu les aimes. Non. C'est moi, ma sœur. Et donc tu préfères attendre de mourir. C'est intéressant, ça vaut pas. Pauline, tu vois d'autres choses? Aider les gens. T'en as aidé beaucoup là aujourd'hui? Je pense que j'en aide beaucoup, ouais. Ouais, Et j'en aide beaucoup. ça c'est sûr, et je voudrais vraiment vous remercier toutes les deux parce que je sais qu'au quotidien ce que vous faites et que vous aidez des centaines, voire des milliers de personnes aujourd'hui dans vos équipes et je suis très fier de ce que vous faites, mais cependant tu vas en aider des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions. Des millions. Ok, et si t'es mort, comment tu fais? Bah, faut que je ressuscite. Tu ressuscites. Est-ce que vous avez laissé à la famille par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que vous leur avez laissé assez de vous? Non. Qu'est-ce que vous voudriez encore leur donner à On votre famille? n'en laisse jamais assez à nos familles. Pourquoi par exemple tu voudrais encore faire pour eux? Je voudrais encore leur donner encore plus de temps. Donc, il faut que je travaille encore plus pour avoir beaucoup plus de temps libre après pour moi aussi. Tu ferais quoi de ce temps libre? De vacances, je sais pas. Ouais, profiter de mes enfants, profiter de mon mari. Ouais, les emmener en vacances. Si demain tu t'en vas, t'es tranquille là en disant que tes enfants ils sont à l'abri, c'est ok? Non, pas encore. Pas encore. Non. Tu vas attendre d'être morte pour le faire? Non. Clémentine, tu vois autre chose à ajouter? Non, on a tout dit. Ok, je vous remercie toutes les deux. C'était des questions un peu rush. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci Pauline. Merci Clémentine. Ok, je vais te dire ce que tu devrais faire maintenant. Le temps, c'est la seule chose qui s'écoule et que tu rattraperas jamais. Clémentine, par exemple, tu devrais prendre le temps de dire, parce que tu le regretteras, il sera peut-être trop tard, plus souvent à ta soeur que tu l'aimes, parce que tu le ressens et tu la débordes des yeux et ça se voit. Moi, personnellement, quand j'aime quelqu'un, je lui dis 100 fois par jour, quitte à être un gros loup. Mais c'est ok. C'est ok. Et je dois vous dire quelque chose. Il y a quelques années, j'ai été élevé en partie parce que ma mère travaillait à l'hôpital de 20h à 7h du matin. Donc tu vois bien qu'entre 20h et 7h, il fallait bien quelqu'un pour s'occuper des gamins. C'était pas mon père, qui ne voyait pas son absence. Et c'était ma tante, Béatrice. C'était une personne exceptionnelle. Vous l'auriez adorée, elle était plus folle que Kéline, je pense, tu vois. C'était une femme, elle était ravissante, elle avait été Miss du département, etc. Enfin, c'était la femme, c'était mon idole.
Et puis un jour, elle est tombée dans l'alcool. C'est une maladie, hein. Je l'ai compris maintenant. Elle voulait être maman. Pendant des années, elle s'est battue pour être maman, mais elle avait l'ovule mal placé. J'y connais pas grand-chose, mais enfin bref, ça faisait que c'était très compliqué pour elle de pouvoir devenir maman. Et à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait une fausse couche. Un jour, j'avais, je crois, 11 ans, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle est enceinte de plus de 3 mois. Un miracle. Après des années à avoir essayé de l'être. Je me suis dit, ça va être une maman formidable. Et je vous dis parce que c'était déjà une maman formidable pour moi. Vraiment. C'était ma deuxième maman. Ma mère était presque jalouse de ma tante Béatrice. Vu la complicité qu'on avait. Elle a eu son enfant, j'ai rarement vu, si toutes les mères savent ce que c'est, mais moi personnellement, j'avais rarement vu une femme pouvoir aimer autant un enfant. Elle le regardait avec des petits yeux, elle avait le visage qui s'émerveillait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, elle a été tombée dans l'alcool. Et plus les années passaient, et plus l'alcool prenait de la place dans sa vie. À tel point que sa gamine, quand elle a eu Anaïs, ma cousine, lorsqu'elle a eu 12 ou 13 ans, elle s'est retrouvée placée en famille d'accueil. Parce que sa mère était plus capable de la gérer. Ma cousine Anaïs rentrait à la maison, vidait les bouteilles qu'elle avait cachées. Elle savait qu'elle les avait cachées. En général, elle savait même où. C'est sa gamine de 13 ans qui vidait les bouteilles. Elle vivait même dans la violence avec sa mère. Parce que l'alcool te bouffe, te ronge et finit par te rendre violent. Ton démon est là à ce moment-là. J'ai vu ma tante s'auto-détruire. Je l'ai jugée. Moi aussi, je suis allé chez elle. Je dormais à la base tout le temps chez elle. Je ne la comprenais pas. Et je ne lui pardonnais pas. Je ne lui pardonnais pas de se laisser pourrir la vie. Je l'idolâtrais tellement, je l'aimais tellement, je savais où elle irait. Je le sentais, au plus profond de moi. Elle s'est battue pour récupérer sa gamine qui était passée en foyer. Et elle l'a récupérée au bout de 3 ans. Donc ma cousine est retournée vivre chez ma tante quand elle avait 16 ans. Et après avoir mené une lutte difficile pour pouvoir récupérer sa gamine, une lutte contre l'alcool, contre une maladie, je vous le rappelle. Une maladie aussi grave qu'un cancer, en fait, au bout du compte. Elle s'est remise de nouveau à boire et de plus belle. De plus belle encore. Et de plus belle toujours. Le lendemain, elle faisait toujours mieux que la veille. Et là, je lui en ai voulu terriblement. Je ne lui ai pas pardonné. C'est fait maintenant. Mais c'est à moi que j'avais besoin de pardonner d'abord. Mais à l'époque, je ne lui ai pas pardonné de pouvoir se pourrir autant la vie. J'ai décidé de rompre tous mes liens avec elle. Je ne voulais même plus entendre parler d'elle. À tel point qu'un jour, ma mère est partie en vacances dans le sud, chez mon frère, et j'étais le seul membre de la famille à pouvoir m'occuper de ma tante à ce moment-là, puisque ma cousine n'était pas là non plus. Et ma tante s'était fait hospitaliser pour se faire opérer. Une opération où ma mère m'avait dit, Laurent, est-ce que tu pourrais au moins aller prendre des nouvelles de ta tante parce que je ne serai pas là. Ma mère a toujours été une veilleuse pour les autres, comme elle l'est pour moi. Et je lui ai dit, ouais, j'irai. Mais j'avais pas envie d'y aller. Et j'y suis pas allé. Quand ma mère est rentrée de vacances, elle me dit, mais Laurent, t'as été voir ta tante quand même pendant qu'elle était hospitalisée? Pas une seule fois j'y suis allé. Pas une seule fois, je dis non, je suis pas allé. Vous savez pourquoi je ne suis pas allé? Parce que c'était trop dur pour moi de la voir encore comme ça, alors que je lui en voulais, et que je ne lui avais pas pardonné. Je ne m'étais pas pardonné à moi, mais surtout pas à elle, à ce moment-là. On a appris que son opération avait mal tourné, qu'elle était en train de faire une hémorragie interne, et j'ai dû aller lui donner la main pendant 48 heures. Je sais que tu le sais, je ne vais pas me plaindre, mais tu sais ce que c'est de donner la main sans doute à quelqu'un qui est en train de mourir et de partir. Pendant 48 heures. Avant que j'arrive à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était plus consciente. J'avais donc plus l'occasion de lui dire pardon. J'avais plus l'occasion de lui dire je t'aime. J'avais plus l'occasion de lui dire j'aurais dû être là, comprendre que l'alcool, ce n'est pas l'alcool, c'est une maladie et que je dois t'aider, qu'on doit comprendre pourquoi tu es tombé dans ce retranchement. J'aurais dû ne pas te juger et t'aider, te tendre juste la main sans te juger. Et je ne l'ai pas fait. On a passé 48 heures à l'hôpital, c'est les 48 heures les plus longues de ma vie. Ma cousine Anaïs est revenue, on a vécu les dernières heures avec elle. Et par dignité, après 48 heures presque sans dormir, elle est morte au moment où je suis juste rentré chez moi pour manger des pâtes. 15 minutes. Elle est partie à ce moment-là. Je peux vous promettre une chose. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais été un putain d'égoïste. J'ai compris que j'étais un putain de sale type.
J'ai compris que je m'étais mal comporté. J'ai compris que je n'avais pas pris le temps de lui dire que je l'aimais. Et j'ai compris une autre chose, que plus jamais dans ma vie, je laisserai le temps m'enlever les choses. Parce que vous devez comprendre une chose tous ici aujourd'hui. Et vous ne l'avez pas encore tout à fait compris parce qu'en fait c'est assez lointain pour vous. Ce qui est lointain pour vous, c'est que vous savez qu'un jour vous allez mourir. Et c'est que vous savez aussi qu'un jour les gens que vous aimez vont mourir. C'est beau, mais c'est un jour. Et en fait vous ne savez pas quand. C'est terrible. Vous n'avez aucune idée de quand vous allez mourir. De comment ça va se produire. Et vous l'avez déjà vécu, vous savez que parfois ça vous fauche en 3 secondes, alors que 3 secondes avant, votre ami était en pleine santé, en pleine forme. Et ça va, je vais vous le dire, ça va vous faucher au bout d'un moment. Et vous savez pourquoi les gens se bougent pas le cul? Vous savez pourquoi 95% des gens se plaignent de leur vie? Vous savez pourquoi les gens veulent pas changer, ils veulent pas véritablement apprendre? Vous savez pourquoi les gens ils veulent pas dire je t'aime simplement? Parce qu'un je t'aime c'est facile à dire. Vous savez pourquoi vous n'avez pas pardonné aux autres et que parfois vous ne vous pardonnez pas à vous-même? Parce que vous vous dites que vous avez ce putain de temps. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des ravagés du cerveau à ce moment-là. Vous n'avez pas le temps. Vous vous mentez à vous-même et ça va vous faire mal au bout d'un moment. Parce que si vous saviez qu'il vous restait 1h59 à vivre, qu'est-ce que tu ferais? C'est bon, tu la connais ta mort, elle est là. Tu vas faire quoi pendant le temps qui reste? Ah, Yann, je le sais enfin. Ça serait presque une chance pour moi qu'on connaisse la date de notre mort. Vous savez pourquoi ce serait une chance? Pas parce que je sais que je vais mourir, je le sais déjà que je vais mourir. C'est ok, je suis prêt. C'est normal, c'est la vie ça. Mais parce que si c'était marqué et que je savais quand j'allais mourir, je vous dirais que je vous aime. J'appellerai ma mère pour lui dire que je l'aime. J'appellerai ma cousine pour lui dire que je l'aime. Je dirais à la personne qui partage ma vie à qui je dis déjà 100 fois par jour je t'aime, et ben je dirais encore une 101e fois. Et je me battrai pour mes rêves. Je me battrai pour être sûr que mon fils de 14 ans va avoir exactement tout ce qu'il faut. Et comme par hasard, là, tout de suite, maintenant, je prends mon putain de téléphone. Je fais ma liste de contacts. Je parle avec les gens parce qu'il est devenu urgent pour moi. J'ai 1h58 et j'en perds déjà 2 minutes à parler avec vous. Pendant ce temps-là, je suis pas allé voir les gens. J'ai construit rien, aucun rêve. J'ai pas mis encore mon fils à l'abri. J'ai pas encore la vie dont je rêve. J'ai pas la vie que je veux offrir à mes proches. J'ai pas rempli ma mission. Ma mission, c'est d'aider des dizaines de milliers de personnes à comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est pas de la psychologie, c'est pas de la morphologie ou je sais pas quoi, c'est même pas sectaire. C'est la vie, ça. Et si tu en prends pas conscience, fais-moi confiance. Comme moi, tu souffriras. Comme moi, tu auras des regrets. Comme moi, tu te diras que tu aurais dû. Mais aujourd'hui, tout de suite, maintenant, tu as la possibilité de te dire que tu vas contrôler le temps. Agir, rêver, sourire aux autres, arrêter de juger les autres, construire tes rêves, prendre ton téléphone, donner un regard à l'autre. Tu as la possibilité maintenant de prendre cette décision. Alors je vais te poser la question une seule fois, et je veux pas une réponse piou-piou les petits oiseaux bisounours, hein. Je vais te la poser une seule fois pour savoir si tu as pris conscience. Cette question, c'est celle-là. Est-ce que tu es prêt maintenant à démarrer ta deuxième vie? Parce que cette deuxième vie-là, elle démarre dès le moment où tu comprends que tu en avais qu'une. Alors je te la pose, écoute bien. Est-ce que tu es prêt, oui ou non, à démarrer ta nouvelle vie? C'est dur, hein? Levez-vous. Répondez à la question. Peu importe s'il y a un cri de rage, peu importe s'il y a un cri de colère, peu importe que ce soit oui ou non, peu importe si ça te dévore, peu importe même si tu m'en veux parce que je t'ai braqué. Réponds juste à cette question avec ton émotion et ta propre vibration. Est-ce que tu as vraiment envie qu'aujourd'hui soit le démarrage de ta nouvelle vie? Tout le monde, est-ce que tu as compris? Et est-ce que tu es prêt à démarrer ta deuxième vie aujourd'hui? Alors je vous ai tout dit. Merci à tous et à toutes.